Je me tenais seul au chevet de ma belle-mère à l'hôpital alors qu'elle s'éteignait. D'autres chambres résonnaient de familles solidaires. La mienne restait silencieuse, pas de mari, pas d'amis, pas d'appel, pas même une fausse excuse. Alors que le médecin notait l'heure du décès, une infirmière me tendit sa dernière lettre. À l'intérieur se trouvaient des noms, une clé et une instruction glaçante. Le moniteur s'est aplati à 15h42 un mardi, non pas avec un bip dramatique comme dans les films, mais avec un léger bourdonnement continu qui semblait s'étirer à l'infini. Je suis resté figé, mes mains toujours serrées autour des doigts refroidis de Holly, réalisant que j'étais maintenant la seule personne vivante dans la pièce. Ma belle-mère venait de rendre son dernier souffle, et j'étais complètement seul. « Madame Walsh, vous allez bien ?» Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte, un presse-papier pressé contre sa poitrine. Ses yeux affichaient la sympathie habituelle de quelqu'un qui est témoin de la mort quotidiennement mais n'y est pas encore insensible. J'ai hoché la tête mécaniquement, ma gorge trop serrée pour parler. Le couloir derrière elle bourdonnait de vie, des membres de la famille étreignant des médecins, des enfants serrant des ballons pour leurs parents convalescents, des couples âgés se tenant la main sur des chaises de salle d'attente. Et là, je me tenais, dans une bulle de silence que personne n'avait pris la peine de percer. Je les ai rappelés, ai-je finalement réussi à dire, ma voix embarrassante de petitesse. Mon mari et sa sœur. Ils ont dit qu'ils venaient. L'expression de l'infirmière s'est adoucie de compréhension. Elle était là depuis 3 jours pendant que je maintenais ma veillée. Elle m'avait vu faire ses appels, laisser ses messages, envoyer ses messages de plus en plus désespérés. Elle avait été témoin du seuil vide chaque fois que je levais les yeux avec espoir au son de pas. Certaines personnes ont du mal avec les adieux, a-t-elle offert gentiment. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas une question de difficulté, c'était une question de choix de ne pas être présent. À travers le mur, j'entendais les faibles sons de célébration de la pièce d'Axe en grave côté. Quelqu'un rentrait chez lui aujourd'hui. Le contraste rendait mon isolement comme un poids physique sur ma poitrine. Je devrais appeler le salon funéraire, ai-je marmonné, cherchant mon téléphone. 3 appels manqués du travail, aucun de Travis ou Stella. Le médecin s'occupera d'abord des papiers, a expliqué l'infirmière gentiment, me guidant pour m'asseoir sur la chaise que j'avais à peine quittée pendant 72 heures. Et il y a autre chose. Holly vous a laissé ceci. De sa poche, elle a sorti une enveloppe scellée, légèrement froissée au coin. Mon nom y était écrit de l'écriture distinctive de Holly ou des lettres nettes et anguleuses qui restaient élégantes malgré sa maladie. Elle m'a fait promettre de ne vous la donner qu'après son départ, a expliqué l'infirmière. Elle a été très insistante. Mes doigts tremblaient en l'acceptant. Pendant les 3 ans que j'avais été marié à Travis, Holly avait toujours été polie mais distante. Nous n'étions pas des confidentes proches partageant des secrets. Que avait-elle bien pu avoir à me dire qui n'aurait pas pu être dit de son vivant? J'ai brisé le seau avec précaution et j'ai sorti une seule feuille de papier. À l'intérieur se trouvait une clé scotchée en haut de la page, vieille et légèrement rouillée. En dessous, une adresse que je ne reconnaissais pas et une seule ligne de texte qui me glaça le sang, ils ne m'ont jamais aimé. Maintenant, ils apprendront ce que signifie être oublié. Tout va bien, demanda l'infirmière, remarquant mon expression. Oui, ai-je menti, pliant rapidement le papier. Juste quelques dernières pensées. Après avoir signé les formulaires nécessaires et rassemblé les maigres effets personnels de Holly ou une chemise de nuit, des lunettes de lecture et un livre de poche usé, je suis sorti de l'hôpital dans un état second. Le soleil de fin d'après-midi semblait étrangement brillant sur le parking. Des familles aidaient des patients à monter dans des voitures, certains avec des ballons ou des fleurs, d'autres avec de nouveaux bébés. La vie normale continuait tandis que la mienne semblait suspendue. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir me résoudre à tourner la clé. Pendant ces moments, j'ai repassé les dernières semaines de Holly dans mon esprit, son retrait croissant, les longs silences ponctués de commentaires critiques que j'avais attribués aux médicaments, la façon dont elle me regardait parfois quand elle pensait que je ne la voyais pas, comme si elle essayait de mémoriser mon visage ou, peut-être, comme je le réalisais maintenant, comme si elle prenait une décision. Le trajet de retour à la maison semblait surréaliste. Feu de circulation, piétons, vie quotidienne qui continuait tandis que je portais le poids de la mort de Holly et de son message mystérieux. J'ai vérifié mon téléphone à un feu rouge, toujours rien de Travis ou Stella. J'étais en train d'accrocher mon manteau quand mon téléphone a finalement sonné. Le nom de Travis s'est allumé sur l'écran, et un mélange complexe de soulagement et de colère m'a envahi. « Salut bébé », a-t-il dit avec désinvolture. « Tu rentres bientôt ? Tu as pensé à prendre des provisions ?
On n'a plus rien. La normalité de son ton m'a fait agripper le comptoir pour me soutenir. Holly est morte aujourd'hui, ai-je dit d'une voix neutre. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Oh, a-t-il finalement dit. Quand est-ce que c'est arrivé? 15h42, ai-je répondu, ma voix stable malgré les larmes coulant sur mon visage. Tu l'aurais su si tu avais répondu à mes appels. Une autre pause. Écoute, j'ai eu des réunions toute la journée, tu sais comment c'est. Sa voix a légèrement baissé. Eh bien, elle n'a jamais été facile. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. La maison, notre maison, est soudainement devenue insupportablement vide. Sur la table de la cuisine se trouvaient des factures, des magazines, des débris de vie normale qui semblaient maintenant sans signification. Et dans ma main, la note de Holly brûlait comme une braise ardente. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Travis est rentré tard, s'est glissé dans le lit sans un mot, et est parti avant l'aube pour une réunion matinale. Je suis resté éveillé jusqu'au lever du jour, la clé de l'enveloppe de Holly me transperçant la paume tandis que je la serrais. À 7 heures du matin, j'avais pris ma décision. J'ai pris une douche, me suis habillé et j'ai programmé l'adresse de la note de Holly dans mon GPS. Cela m'a mené à 30 miles de la ville, sur des chemins de campagne de plus en plus étroits, jusqu'à ce que j'atteigne une allée de gravier presque cachée par des buissons envahis. Un portail en fer forgé rouillé pendait partiellement ouvert, comme s'il m'attendait. Le cottage au-delà était petit et patiné, sa peinture autrefois blanche s'écaillait pour révéler le bois gris en dessous. Des roses sauvages avaient envahi tout un mur, leurs branches épineuses frottant contre les vitres déformées. Il semblait abandonné, oublié par le temps lui-même. La clé s'est parfaitement ajustée dans la serrure ternie. Lorsque j'ai poussé la porte, elle a gémi en signe de protestation, révélant une maison figée dans le temps. Des particules de poussière dansaient dans les rayons de soleil traversant des rideaux partiellement fermés. Des livres tapissaient les étagères le long d'un mur, des albums photos étaient empilés sur une table basse, et sur la table de la cuisine, bien en évidence au centre, se trouvait une autre enveloppe, à ouvrir à mon décès par mon avocat. Je suis entré complètement, refermant la porte derrière moi. L'air sentait le vieux papier et une légère lavande. Alors que la poussière retombait autour de moi, j'ai réalisé que j'étais dans la vraie maison de Holly, pas l'établissement de soins assistés stérile où Travis avait insisté pour qu'elle reste. C'était là que son cœur était resté. Et d'une manière ou d'une autre, pour des raisons que je ne pouvais pas encore comprendre, elle avait choisi de partager ce lieu secret avec moi, et moi seul. Je me suis assise à la table de la cuisine dans le cottage caché de Holly pendant près d'une heure, fixant l'enveloppe destinée à son avocat. Les surfaces couvertes de poussière autour de moi racontaient une histoire d'abandon, non pas de négligence mais de conservation délibérée. Cet endroit avait attendu, tout comme l'enveloppe dans mes mains. Le nom sur la deuxième enveloppe était Margaret Keller, avocate, avec une adresse au centre-ville. J'ai trouvé le numéro en ligne et j'ai appelé immédiatement, mon cœur battant à chaque sonnerie. Service juridique Keller, a répondu une voix nette et professionnelle. Je m'appelle Courtney Walsh, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. Ma belle-mère, Holly Walsh, est décédée hier. Elle m'a laissé une enveloppe à votre intention. Un silence s'est étiré sur la ligne. Mademoiselle Walsh, j'attendais votre appel. Je suis profondément désolé pour votre perte. La formalité de son ton s'est transformée en quelque chose de plus sincère. Holly était une femme remarquable. Pourriez-vous venir à mon bureau demain matin? Il y a des sujets dont nous devons discuter. Bien sûr, ai-je accepté. Dois-je apporter l'enveloppe? Oui, s'il vous plaît. Et, mademoiselle Walsh, Holly a été très précise concernant ses souhaits. Elle a demandé que tous les bénéficiaires nommés soient présents pour la lecture de son testament. Cela inclurait Travis et Stella Walsh. Mon estomac s'est serré. Ils devront être là en personne? J'en ai bien peur. Holly a été très insistante sur ce point. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Travis avachi sur le canapé, regardant des extraits de matchs de basketball. Il a à peine levé les yeux en me voyant entrer. « Où étais-tu toute la journée ?» a-t-il demandé, ses yeux toujours fixés sur l'écran. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, étudiant son profil, la même mâchoire forte que Holly, mais aucun de son caractère. J'étais en train de m'occuper des affaires de ta mère, puisque personne d'autre n'a pris la peine de se montrer quand elle est morte. Cela a attiré son attention. Il a coupé le son de la télévision. Ne commence pas à me culpabiliser, Courtney. Maman et moi avions nos problèmes, tu le sais.
Son avocate a appelé, ai-je poursuivi, ignorant sa défensive. Nous devons être à son bureau demain matin pour la lecture du testament. Testament? Il a reniflé. Quel testament? Maman n'avait rien d'autre que des factures médicales. Néanmoins, son avocate insiste pour que nous soyons tous présents. Madame Keller a dit que Holly était très spécifique à ce sujet. Travis a levé les yeux au ciel mais a haussé les épaules. D'accord. J'appellerai Stella. Le lendemain matin, Travis nous a conduits au centre-ville dans un silence irrité. Nous avons retrouvé Stella devant le modeste bâtiment en briques qui abritait les services juridiques Keller. Elle fumait, son visage anguleux crispé par l'agacement. C'est ridicule, a-t-elle marmonné, écrasant sa cigarette. J'ai dû prendre des congés sans solde pour ça. Nous sommes entrés ensemble dans le bâtiment, une famille au sens le plus technique du terme. Le bureau de Madame Keller était petit mais immaculé, des meubles en noyer, des livres de droit et une seule orchidée sur le rebord de la fenêtre. L'avocate elle-même correspondait à son environnement, aux cheveux argentés, impeccablement vêtue, avec des yeux vifs qui semblaient nous évaluer instantanément. Deux femmes plus âgées étaient déjà assises sur les chaises des visiteurs, Diane et Eleanor, des amies de l'église de Holly que j'avais rencontrées lors de fêtes de fin d'année il y a des années. Elles ont hoché la tête poliment mais semblaient aussi confuses que nous concernant leur présence. Merci à tous d'être venus, a commencé Madame Keller une fois que nous étions assis. En tant que représentante légale de Holly depuis 15 ans, j'ai été chargé d'exécuter ses dernières volontés. Travis a regardé sa montre d'un air significatif. Stella tapait du pied, les bras croisés défensivement sur sa poitrine. Procédons, a poursuivi Madame Keller, enfilant ses lunettes de lecture et ouvrant un porte-document en cuir. Ceci est le dernier testament de Holly Elizabeth Walsh, révisé et notarié il y a 2 mois. Elle a commencé à lire le langage formel du document. Travis et Stella ont échangé des regards ennuyés. Diane et Eleanor étaient assises, attentivement et respectueusement. Je serrais mon sac à main, à l'intérieur duquel reposaient les 2 enveloppes que Holly m'avait laissées. Passons à la répartition des biens, a poursuivi Madame Keller. À mon fils, Travis Walsh, je laisse mon pardon, bien que tu ne l'aies pas mérité. Le silence a régné dans la pièce. Le pied de Stella a cessé de taper. À ma fille, Stella Walsh, je laisse mon alliance, que tu as autrefois admirée. Puisse-t-elle te rappeler que les promesses doivent être tenues. Le visage de Stella est devenu cramoisi. À mes amis, Diane Mercer et Eleanor Thompson, je laisse ma gratitude pour la gentillesse que vous avez montrée au cours de ma dernière année, et une somme de $5000 chacune. Les 2 femmes ont échangé des regards surpris. Et à ma belle-fille, Courtney Walsh, je lègue l'intégralité de mon patrimoine restant, y compris ma résidence principale au 47 Willow Lane, tous les comptes bancaires, portefeuille d'investissement, police d'assurance et biens personnels. Le silence a éclaté. Quoi? La voix de Stella a transpercé la pièce. C'est absurde. Travis a bondi sur ses pieds. Il doit y avoir une erreur. Courtney connaissait à peine ma mère. Madame Keller est restée parfaitement calme. Il n'y a pas d'erreur. Holly était saine d'esprit lorsqu'elle a fait ces changements. Des changements, a demandé Travis. Quels changements? Lorsque votre mère a révisé son testament le 15 mars de cette année, peu de temps après avoir reçu son diagnostic terminal. Travis s'est tourné vers moi, son visage déformé par la suspicion. Tu étais au courant de ça, n'est-ce pas? Que as-tu fait? Tu l'as manipulée alors qu'elle était sous médicaments? Tu as profité de sa confusion? Je n'en avais aucune idée, ai-je murmuré, sincèrement choqué. Puis un souvenir a refait surface. Elle m'a demandé de la conduire à un rendez-vous au centre-ville en mars. Elle a dit que c'était pour son plan de médication. J'ai attendu dans la voiture. Je n'ai jamais su. Quelle commodité, a craché Stella. Le rôle de belle-fille dévouée a parfaitement fonctionné, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons contester cela. Maman n'était pas dans son bon droit. Madame Keller s'est éclairci la gorge. J'avais anticipé cette réaction. Holly aussi. Elle a glissé un document sur la table. Ceci est une évaluation psychiatrique effectuée une semaine avant que Holly ne modifie son testament, certifiant sa compétence mentale. Elle a également enregistré une déclaration vidéo expliquant ses décisions, qui sera fournie au tribunal si nécessaire. Le visage de Travis était devenu pâle. Combien, a-t-il demandé d'une voix rauque. Combien a-t-elle laissé?
Madame Keller m'a regardé. Le chalet seul vaut environ 300 000 $. Il y a des comptes de placement totalisant un peu plus de 270 000 $, et des polices d'assurance d'une valeur de 150 000 $. Holly vivait modestement mais investissait sagement. Diane et Eleanor me regardaient avec un mélange de surprise et d'autres choses, du respect, peut-être, ou une forme de justification. C'est juridiquement contraignant, a poursuivi Madame Keller. Mon cabinet se chargera du transfert de tous les actifs. Et maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je dois m'entretenir en privé avec Madame Walsh. Après que Travis et Stella aient quitté la pièce, suivis par les deux amis, Madame Keller m'a tendu une troisième enveloppe. Holly m'a demandé de vous donner ceci après la lecture. Elle a dit que vous comprendriez. Seul dans son bureau, j'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier à en-tête de Holly, son écriture précise formant un seul paragraphe: ne pardonnez à personne. Laissez-les supplier. Laissez-les s'agenouiller. Et quand ils le feront, souriez, tournez-vous, et partez. J'ai plié la note avec précaution et l'ai placée dans mon sac à main, à côté des autres. Quand j'ai levé les yeux, Madame Keller me regardait avec une compréhension silencieuse. Elle vous a choisi pour une raison, a dit doucement l'avocate. Non seulement comme sa bénéficiaire, mais comme sa voix. À ce moment-là, j'ai finalement compris. Holly ne m'avait pas simplement laissé de l'argent ou des biens, elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir qu'elle n'avait jamais eu de son vivant, et avec lui, une mission qui mettrait à l'épreuve chaque partie de moi. Dehors, Travis attendait près de la voiture, son expression un mélange de confusion et de rage. Stella avait disparu. En m'approchant, j'ai senti quelque chose changer en moi, une nouvelle force coulant dans mes veines. La voix de Holly semblait me chuchoter à l'oreille: maintenant, ils apprendront ce que signifie être oublié. Le trajet de retour du bureau de Madame Keller fut atroce. Travis serrait le volant à s'en blanchir les jointures, sa mâchoire si tendue que je pouvais voir un muscle tressaillir sous sa peau. Ni l'un ni l'autre ne parla. Le silence pesait entre nous comme un troisième passager, lourd d'accusations inexprimées. Je vais rester au chalet ce soir, ai-je finalement dit alors que nous arrivions dans notre allée. J'ai besoin de trier quelques affaires de Holly. Travis m'a jeté un regard oblique, le calcul remplaçant la colère dans ses yeux. Ce que tu veux. Cela doit être accablant pour toi. Ce changement soudain de ton m'a donné la chair de poule. J'ai préparé un sac de nuit sans un mot de plus et je suis retourné à la maison secrète de Holly, ma maison maintenant, selon le testament. Le cottage semblait différent au crépuscule, moins abandonné, plus attentif. J'ai allumé les lampes, enlevé les toiles d'araignée et fait une tasse de thé dans la cuisine où la poussière recouvrait toutes les surfaces. Sur une étagère près de la cheminée, j'ai découvert une rangée de journaux reliés en cuir couvrant des décennies, chacun étiqueté avec une année de l'écriture précise de Holly. J'ai choisi le plus récent et me suis installé dans un fauteuil près de la fenêtre. Dehors, les grillons ont commencé leur concert du soir. Alors que je tournais la première page, Ben est parti il y a 7 ans aujourd'hui, avait écrit Holly. Travis a appelé pour la première fois depuis des mois. Il avait besoin d'argent pour des réparations de voiture. Je le lui ai donné parce que je suis une folle qui croit toujours que l'amour d'une mère doit être inconditionnel. Ben serait furieux contre moi. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Journal après journal, une femme que je n'avais jamais vraiment connue se révélait, perspicace, observatrice et de plus en plus isolée. Holly avait tout documenté, les demandes financières croissantes de Travis, les remarques cinglantes de Stella sur ses choix vestimentaires embarrassants et ses opinions dépassées, les amis qui s'éloignaient quand sa maladie rendait la socialisation difficile. J'ai appelé Travis 3 fois cette semaine, lisez une entrée datant d'il y a seulement 6 mois. Il filtre mes appels. Quand il a finalement répondu, j'entendais un match de basket en arrière-plan. Il a dit qu'il était débordé mais qu'il viendrait bientôt. C'était en février. Nous sommes en juin maintenant. Les plus déchirantes étaient ses descriptions des fêtes passées seules. J'ai quand même fait une petite dinde. J'ai mis la table pour 4 par habitude, même si je savais que personne ne viendrait. Stella a envoyé un SMS, nous passons Noël chez la famille de son petit ami dans le Vermont. Travis n'a même pas pris la peine de trouver une excuse cette année. J'ai dormi par intermittence cette nuit-là, les mots de Holly résonnant dans mes rêves. Le lendemain matin, j'ai découvert une malle en bois rangée sous le lit dans la chambre principale. À l'intérieur se trouvaient des liasses de lettres nouées avec des rubans fanés, la correspondance entre Holly et Ben couvrant leurs 40 ans de mariage. Une lettre,
daté de quelques semaines avant la mort de Ben, m'a particulièrement frappé. Ma très chère Holly, avait écrit Ben d'une écriture tremblante, le docteur dit qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, alors je dois dire ce qui compte. Nos enfants sont devenus des étrangers pour nous, non pas en un moment dramatique, mais en 1000 petites trahisons. Tu voudras tout leur laisser parce que c'est ce que font les mères. Ne le fais pas. Ne récompense pas ceux qui nous ont abandonnés à l'heure de notre besoin. Souviens-toi de ce que nous avons construit ensemble, Holly. Fais ce qui est juste, même si c'est difficile. Même si ça te brise le cœur. J'ai soigneusement remis la lettre dans son enveloppe, comprenant maintenant les germes de la décision finale de Holly. Ce n'étaient pas les actions amères d'une vieille femme vindicative, c'étaient les choix réfléchis de quelqu'un qui avait enfin reconnu une vérité douloureuse, certains liens, même les liens du sang, ne valent pas la peine d'être préservés lorsqu'ils ont été étirés au-delà de toute reconnaissance. Mon téléphone a vibré, le nom de Travis s'affichant à l'écran. J'ai hésité avant de répondre. « Salut », a-t-il dit, sa voix anormalement joyeuse. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai préparé tes pâtes préférées pour le dîner si tu veux rentrer. »« Je vais rester ici une nuit de plus », ai-je répondu. « Il y a beaucoup de choses à parcourir. »« Pas de problème », a-t-il dit en douceur. Je pensais, pourquoi ne ferions-nous pas un petit voyage ce week-end bientôt? Juste nous, comme avant. On pourrait profiter de ce temps pour se reconnecter après tout ce qui s'est passé. Mon estomac s'est noué à son tentative transparente. Peut-être, ai-je dit d'une voix évasive. Je te ferai savoir. La semaine suivante, la métamorphose de Travis fut à la fois fascinante et répugnante à observer. Il appelait quotidiennement avec des questions empressées sur mon bien-être. Il nettoyait la maison, préparait des repas élaborés les soirs où je rentrais, et m'achetait même des fleurs. La performance était impeccable, mais vide. Ses yeux restaient calculateurs, guettant tout signe que sa stratégie fonctionnait. Puis l'assignation en justice est arrivée. Requête en contestation de la validité du testament, proclamait le document en caractères gras. Stella avait déposé une contestation formelle, affirmant que Holly n'avait pas été saine d'esprit et avait été soumise à une influence indue. Les allégations me peignaient comme une opportuniste manipulatrice qui avait isolé Holly et l'avait montée contre sa famille. J'ai appelé Madame Keller immédiatement, les mains tremblantes. Je m'attendais à cela, a-t-elle dit calmement. Stella a consulté 3 avocats différents avant d'en trouver un assez désespéré pour prendre son dossier. Ne vous inquiétez pas, Holly avait anticipé cette réaction et s'était préparée de manière approfondie. 2 jours avant l'audience, Madame Keller m'a invité à son bureau pour revoir leur stratégie. Elle a posé un petit enregistreur numérique sur son bureau. Holly a fait ses enregistrements au cours de ces derniers mois, a-t-elle expliqué, avec sa pleine connaissance et son consentement. Elle a appuyé sur lecture. La voix de Holly, plus mince que dans mon souvenir mais claire et articulée, a empli la pièce. Ma fille, Stella, m'a rendu visite aujourd'hui pour la première fois depuis 8 mois. Elle a passé 12 minutes à se plaindre de son travail, 20 minutes à faire défiler son téléphone, et est partie quand j'ai mentionné les résultats de ma dernière analyse. Elle a demandé si elle pouvait emprunter les boucles d'oreilles en diamant de ma mère. J'ai dit non. Elle m'a traité d'égoïste. Madame Keller a arrêté l'enregistrement. Il y en a des dizaines d'autres comme ça. Holly documentait leur comportement bien avant de changer son testament. Combiné à son évaluation psychiatrique et au témoignage de son médecin, Stella n'a aucune chance. La salle d'audience était petite et étouffante. Stella était assise avec son avocat, un homme nerveux aux cheveux clairsemés qui ne cessait de feuilleter ses papiers. Travis était assis juste derrière eux, séparés mais clairement alignés. Lorsque je suis entré avec Madame Keller, son expression s'est brièvement fendue pour révéler une hostilité pure avant de retrouver une neutralité préoccupée. L'audience a duré moins d'1 heure. Le juge a écouté impassiblement l'avocat de Stella présenter son cas fragile. Quand ce fut le tour de Madame Keller, elle a méthodiquement démantelé chaque accusation avec des documents, des témoignages médicaux, et enfin, les enregistrements de Holly. Le juge a rejeté la contestation, ordonnant à Stella de payer les frais de justice. Les conséquences furent rapides et inattendues. Le journal local publia une petite histoire sur l'affaire. Les gens parlaient. Les amis de Stella commencèrent à trouver des excuses pour annuler leur plan. La boutique où elle travaillait à temps partiel lui demanda de prendre du temps libre jusqu'à ce que les choses se tassent. Son petit ami cessa d'apparaître sur ses publications sur les réseaux sociaux. La façade soigneusement construite de Travis s'est effondrée cette nuit-là.
Quand je suis rentré à la maison pour emballer davantage mes affaires, il m'attendait, un verre de whisky à moitié vide à la main. Content maintenant, a-t-il grommelé, toute prétention disparue. Tu as monté ma propre mère contre moi depuis l'au-delà. Holly a fait ça toute seule, ai-je répondu calmement. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour en être témoin. Tu te crois si intelligente, a-t-il sifflé, s'approchant. Tu as joué la belle-fille parfaite tout en complotant pour tout voler. À ce moment-là, j'ai vu Travis clairement, non pas comme mon mari ou même le fils de Holly, mais comme l'homme égoïste et arrogant que les deux femmes avaient finalement reconnu. La révélation n'était pas dramatique, c'était simplement la dernière pièce qui se mettait en place. Je vais m'installer définitivement au chalet, ai-je dit en le contournant. Tu peux garder cette maison pour l'instant. Nous discuterons des termes du divorce par l'intermédiaire de nos avocats. Divorce ? Son visage s'est déformé d'un choc sincère. Tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi, la question est restée en suspens entre nous, si absurde que j'ai presque ri. Au lieu de cela, je suis monté faire mes valises, les mots de Holly de sa lettre résonnant dans mon esprit, ne pardonner à personne. Laissez-les supplier. Laissez-les s'agenouiller. Le chalet est devenu mon sanctuaire pendant la procédure de divorce. Je passais mes journées à trier les affaires de Holly, découvrant de nouvelles facettes de sa vie à chaque boîte et tiroir que j'explorais. La nuit, je dormais dans sa chambre, étrangement réconforté par le papier peint floral fané et le doux tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. 3 semaines après que j'ai quitté notre maison, Travis est apparu sur le pas de la porte du chalet. La démarche confiante avait disparu, remplacée par une humilité soigneusement construite qui n'atteignait pas ses yeux. Il se tenait les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées. « On peut parler ?» a-t-il demandé, essayant de jeter un coup d'œil autour de moi dans le chalet. Je suis sorti plutôt que de l'inviter à entrer, refermant fermement la porte derrière moi. L'espace de Holly n'était pas fait pour qu'il l'envahisse. La banque a appelé, a-t-il dit après un silence gêné. Ils remettent en question certains des prêts commerciaux sans la co-signature de maman. Il s'est éteint, les yeux fixés sur un point juste derrière mon épaule. Et, ai-je insisté, refusant de lui faciliter la tâche. Je suis dans une situation difficile, Courtney. Juste le temps que les choses se stabilisent. 5 000 couvrirait l'hypothèque de ce mois-ci et le paiement de la voiture. J'ai étudié son visage, le visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 3 ans, pensant connaître la personne qui se cachait derrière. Ta mère m'a tout laissé, ai-je répondu calmement. Tu l'as laissé sans rien. Je ne fais que suivre ses volontés. Sa façade soigneusement construite s'est fissurée. Elle est morte. Qu'est-ce que ça lui fait maintenant ? Ce n'est plus à propos de maman. C'est à propos de toi qui es vindicative. Non, Travis. C'est à propos des conséquences. Holly t'a vu clairement à la fin, et maintenant moi aussi. Alors qu'il retournait en trombe à sa voiture, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une certitude tranquille que j'honorais la dernière volonté de Holly. Stella est venue ensuite, non pas en personne, mais par un message vocal frénétique laissé à 2 heures du matin. Mon propriétaire menace de m'expulser, a-t-elle bafouillé, clairement ivre. J'ai perdu mon emploi à cause de cette stupide affaire judiciaire. Tout est de ta faute. Le moins que tu puisses faire, c'est de m'aider. J'ai supprimé le message sans répondre. Le chalet lui-même semblait avoir des opinions sur mes choix. Chaque fois que je refusais leurs suppliques, les vieux planchers craquaient comme pour marquer leur approbation. À mesure que le printemps s'est transformé en été, j'ai commencé à transformer l'espace, guidé par les entrées des journaux de Holly. J'ai toujours voulu que cet endroit soit rempli de conversations et de rires, avait-elle écrit un jour. Ben et moi rêvions d'organiser des rassemblements pour nos amis, pour la communauté. Puis la vie s'en est mêlée, et cela ne s'est jamais concrétisé. J'ai embauché des entrepreneurs locaux pour réparer le porche affaissé et moderniser la plomberie. J'ai peint les murs de couleur chaude et accueillante et remplacé les tapis usés par des parquets cirés. La touche finale fut une enseigne en bois sculptée à la main au-dessus de la porte d'entrée, le refuge de Holly. Madame Keller m'a aidé à créer une fondation à but non lucratif avec une partie des investissements de Holly. Nous avons ouvert les portes de ce qui aurait été le 73e anniversaire de Holly, offrant à la communauté un lieu pour des groupes de soutien au deuil, des programmes d'accompagnement des personnes âgées et des dîners communautaires hebdomadaires. Holly aurait adoré ça, a dit Diane, les yeux humides alors qu'elle visitait l'espace rénové. Elle était devenue une visiteuse régulière pendant le processus de rénovation,
partageant des histoires sur Holly qui peignait un tableau vivant de la femme avant que la solitude et la maladie n'aient émoussé son esprit. Elle était toujours la première à organiser une chaîne de repas quand quelqu'un était malade, a ajouté Eleanor, ajustant une photographie de Holly que j'avais accrochée dans l'entrée. Vous vous souvenez comment elle enseignait ses cours de cuisine à l'église? Elle faisait en sorte que tout le monde se sente comme une famille. L'ironie ne m'a pas échappé. Holly avait créé des liens familiaux avec de quasi-étrangers, tandis que ses propres enfants l'avaient abandonnée. Mais grâce au travail de la fondation, un nouveau récit a émergé. Les gens en ville ont commencé à parler de Holly différemment, non plus la vieille femme recluse qui est morte seule, mais l'esprit généreux dont l'héritage rassemblait la communauté. 6 mois après la mort de Holly, Travis a fait son mouvement le plus calculé. Il m'a invité à déjeuner dans notre ancien restaurant préféré, un restaurant italien intime où nous avions célébré des anniversaires. Il est arrivé en avance, réservant notre table habituelle près de la fenêtre. Quand je me suis assise, il a immédiatement tendu la main vers les miennes sur la table. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il commencé, sa voix basse et sincère. J'ai beaucoup cherché en moi-même. Je n'étais pas le mari que tu méritais. Je n'étais pas le fils dont ma mère avait besoin. J'ai retiré mes mains de sa prise, le regardant attentivement. Je veux que nous recommencions, court. Que nous renouvellions nos vœux, que nous reconstruisions ce que nous avions. Il a sorti une petite boîte en velours de sa poche et l'a placée entre nous. J'ai trouvé la bague de fiançailles de maman dans ses affaires avant que tout n'arrive. Elle aurait voulu que tu l'aies. Le mensonge était si flagrant qu'il m'a presque coupé le souffle. La bague de fiançailles de Holly était enfermée dans ma boîte à bijoux au chalet, l'un des rares objets personnels qu'elle avait gardé avec elle à la maison de retraite et qui m'avait été rendu avec ses effets. Ce n'est pas sa bague, Travis, ai-je dit doucement. Son sang-froid a vacillé un instant avant qu'il ne se reprenne. Eh bien, c'est similaire. Le fait est que je veux arranger les choses. Retrouve-moi au parc Riverside ce week-end. Nous pourrons parler de notre avenir. J'ai accepté, plus curieuse que tiraillée par ce qu'il pourrait tenter ensuite. Le parc était flamboyant de couleurs automnales lorsque je suis arrivé le samedi. Travis m'attendait près du pont de pierre où il m'avait demandé en mariage 3 ans auparavant, son sens théâtral de la symétrie pleinement déployé. Il avait même apporté du champagne et 2 flûtes. « Tu es venu ?» a-t-il dit, incapable de cacher sa surprise et son soulagement. Oui. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Je t'ai apporté quelque chose aussi. Son visage s'est illuminé en la prenant, attendant sans doute un signe de capitulation. Au lieu de cela, il a trouvé des papiers de divorce, déjà signés par moi. Qu'est-ce que c'est, a-t-il exigé, bien que la réponse fût clairement énoncée sur la première page. Exactement ce que ça a l'air d'être. Tu as fait tes choix il y a longtemps, Travis. Maintenant, je fais les miens. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il bégayé. Après tout ce que j'ai fait pour arranger les choses. Tu n'as rien fait pour arranger les choses, l'ai-je corrigé. Tu as tout fait pour mettre la main sur l'argent de Holly. Il y a une différence. Il a déchiré les papiers en 2, un geste puéril qui n'a rien changé. Mon avocat avait les originaux. Ce n'est pas fini, a-t-il menacé, s'éloignant en tempête. Mais ça l'était. 2 jours plus tard, un email de Stella est arrivé. L'ancienne colère empreinte de privilèges avait disparu, remplacée par des excuses soigneusement rédigées et un appel à l'aide sincère. J'ai touché le fond, écrivait-elle. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je suis désespéré. Même un petit prêt ferait la différence en ce moment. J'ai longtemps réfléchi à ces mots, me souvenant de la dernière lettre de Holly. Puis j'ai scanné cette lettre et l'ai jointe à ma réponse, rien de plus, rien de moins, ne pardonnez à personne. Laissez-les supplier. Laissez-les s'agenouiller. Et quand ils le feront, souriez, tournez-vous, et partez. J'ai bloqué son adresse email immédiatement après. Ce soir-là, je me suis promené dans le refuge de Holly après que tout le monde soit rentré chez soi. La pièce résonnait encore des conversations de la journée, de vieux voisins partageant des histoires autour d'un thé, une jeune veuve trouvant du réconfort dans un groupe de soutien, des enfants riant pendant un programme périscolaire. Pour la première fois depuis la mort de Holly, j'ai ressenti un profond sentiment de paix m'envahir. Je n'étais plus seulement l'épouse de quelqu'un. Je n'étais plus seulement la belle-fille de quelqu'un. J'étais une femme qui se tenait seule, portant l'héritage d'une autre femme qui avait été lésée et qui avait refusé de mourir en silence. J'ai passé mes doigts sur les dos des journaux de Holly,
maintenant exposée sur une étagère spéciale dans la salle commune. Je comprends maintenant, ai-je chuchoté à la pièce vide. C'est ce que tu as toujours voulu. Une année s'est écoulée comme on tourne les pages d'un des journaux de Holly, parfois lentement, parfois dans un tourbillon d'activités, mais chaque jour ajoutant à une histoire qui était encore en train de s'écrire. Le refuge de Holly a prospéré au-delà de mes espérances les plus folles. Ce qui avait commencé comme un modeste espace communautaire bourdonne maintenant d'activités quotidiennes, cours d'art pour seniors le lundi après-midi, cercle de soutien au deuil le mardi soir, dîner communautaire le mercredi où des étrangers devenaient amis autour de lasagne faite maison et de tartes aux pommes. Le chalet qui avait autrefois été vide et oublié pulsait maintenant de vie. À l'anniversaire du décès de Holly, nous avons dévoilé une fresque murale dans le hall d'entrée. L'artiste local avait travaillé à partir de photographies que j'avais trouvées dans les albums de Holly, des images de Holly et Ben dans leur prime, assis sous le grand chêne qui se dressait toujours majestueusement derrière le chalet. Dans la peinture, ils étaient jeunes et vibrants, la tête de Holly renversée en riant tandis que Ben la regardait avec une adoration non dissimulée. Ça les capture parfaitement, remarqua Eleanor lors de la cérémonie de dévoilement, se tamponnant les yeux. C'est exactement comme ils étaient avant, et bien, avant que tout ne change. Le tout auquel elle faisait référence restait inexprimé entre nous, la mort de Ben, l'abandon de la famille, l'isolement de Holly. Mais la fresque représentait quelque chose de différent, non pas une fin, mais une continuation. Holly aurait détesté tout ce tralala, a dit Diane avec un rire larmoyant, en désignant la foule rassemblée pour le dévoilement, mais secrètement, elle aurait aussi adoré ça. J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'émotion. Elle aurait fait semblant d'être gênée tout en mémorisant chaque détail pour en écrire plus tard. Ce soir-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, je me suis assise seule dans ce qui avait autrefois été la chambre de Holly mais servait maintenant de mon bureau. Le journal local avait couvert le dévoilement, et j'ai tracé mon doigt sur le titre, « Le refuge de Holly marque un an de service communautaire ». L'article mentionnait le prochain salon de la santé des seniors que nous organisions et citait plusieurs participants au programme à propos de la différence que le centre avait faite dans leur vie. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Madame Keller, Holly serait fière. Non seulement du centre, mais de vous. La semaine suivante, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur les soins aux personnes âgées et le soutien communautaire. L'organisatrice avait visité le refuge de Holly lors d'une journée portes ouvertes et avait été impressionnée par nos programmes. Nous serions ravis que vous partagiez votre histoire, m'a-t-elle expliqué au téléphone. Tant de seniors sont confrontés à l'isolement. Votre point de vue pourrait être précieux. Debout au podium un mois plus tard, face à une salle remplie de professionnels de la santé, de travailleurs sociaux et d'organisateurs communautaires, j'ai ressenti la présence de Holly de manière aiguë. Ma belle-mère est morte seule, ai-je commencé, ma voix stable malgré l'émotion qui serrait ma poitrine. Non pas parce qu'elle n'avait pas de famille, mais parce que sa famille a choisi de ne pas être là. J'ai partagé l'histoire de Holly, expurgé des détails les plus douloureux, son nom changé pour protéger le peu d'intimité qui restait, me concentrant plutôt sur la nature insidieuse de l'isolement des personnes âgées, comment cela ne se produit pas lors de moments dramatiques, mais lors d'une série de petites trahisons, des appels téléphoniques manqués, des visites reportées, des réponses dédaigneuses. Le centre communautaire que nous avons créé ne concerne pas seulement les activités ou les services, ai-je expliqué. Il s'agit de témoigner de la vie des uns et des autres. Il s'agit de créer des espaces où les gens sont véritablement vus et entendus, surtout lorsque leurs familles biologiques leur font défaut. Après mon discours, une file de personnes attendait pour me parler. Beaucoup ont partagé des histoires similaires, des parents ou grands-parents dont les enfants s'étaient éloignés, des voisins âgés qui passaient des jours sans parler à un autre être humain. Avez-vous envisagé d'écrire un livre, a demandé une femme, me tendant sa carte. Je suis éditrice chez Meridian Publishing. Votre message mérite un public plus large. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Les mots coulaient facilement, comme s'ils attendaient la permission d'apparaître. J'ai écrit sur Holly, sur ses journaux, sur la femme que j'avais appris à connaître seulement après sa mort. J'ai écrit sur le deuil, non seulement pour son décès, mais pour la relation que nous aurions pu avoir si j'avais reconnu sa solitude plus tôt. Mais au fur et à mesure que le manuscrit progressait au cours des mois suivants, il s'est transformé. Les premiers chapitres, empreints de perte et de regret, ont cédé la place à quelque chose d'inattendu, l'espoir. Je me suis retrouvé à écrire sur le refuge de Holly, sur la communauté qui s'était formée entre ses murs, sur la guérison qui se produit lorsque les gens se rassemblent avec un but. J'ai intitulé le manuscrit La lettre qui m'a libéré,
un hommage à la dernière communication de Holly qui avait changé le cours de ma vie. Mon éditrice l'a adoré, le qualifiant d'examen opportun de l'obligation familiale, des soins aux personnes âgées et de la découverte de la force dans des endroits inattendus. La nouvelle s'est répandue, comme toujours dans les petites villes. J'ai appris par Eleanor que Travis avait déménagé en Arizona, remarié 6 mois seulement après la finalisation de notre divorce. Il avait trouvé du travail dans un concessionnaire automobile, un déclassement par rapport à l'entreprise qu'il avait été contraint de vendre lorsque les prêts étaient arrivés à échéance. Sa nouvelle femme avait 24 ans, une ancienne réceptionniste de son ancienne entreprise. Apparemment, ils essaient déjà d'avoir un bébé, a rapporté Eleanor lors d'une de nos sessions de thé hebdomadaires. J'ai hoché la tête, ne ressentant rien d'autre qu'un vague sentiment de pitié pour une femme qui ne savait pas à quoi elle s'était engagée. La trajectoire de Stella avait été différente. Selon les ragots de la ville, elle avait pris un poste de nuit au dîner ouvert 24h24 sur l'autoroute, servant des routiers et des insomniaques. Diane l'avait vue là-bas une fois, plus mince, plus pâle, sa langue habituellement acérée notablement absente. Elle m'a regardé sans me voir, a dit Diane. Elle ne m'a même pas regardé dans les yeux quand elle a apporté le café. Je n'ai jamais répondu à ces mises à jour, n'ai jamais exprimé de satisfaction ou de regret. La dernière instruction de Holly souriait, tournez-vous et partez était devenue ma devise, non par cruauté ou vengeance, mais par la certitude tranquille que certains ponts, une fois brûlés, devaient le rester. Le livre a été publié au printemps, coïncidant avec le 2e anniversaire du refuge de Holly. L'événement de lancement, organisé dans la salle commune du centre, a attiré une foule étonnamment nombreuse. En signant des exemplaires et en acceptant les félicitations, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si Holly avait été entourée d'une fraction de ce soutien pendant ces derniers jours. Plus tard ce soir-là, après que les traiteurs aient rangé et que le dernier invité soit parti, je suis sorti vers l'énorme chêne derrière le chalet. Ses branches s'étiraient vers le ciel assombrissant, les feuilles bruissant dans la douce brise. À sa base, j'ai déposé un bouquet de fleurs sauvages, de la même variété qui avait poussé dans le jardin de Holly quand elle et Ben avaient acheté cette terre. Tu n'as jamais été oublié, ai chuchoté, posant ma paume contre l'écorce rugueuse. Et maintenant, moi non plus. La brise s'est levée, faisant danser les pétales autour de mes pieds. À ce moment, j'ai ressenti un profond sentiment d'achèvement. Le passé, avec toute sa douleur et sa trahison, est resté là où il devait être, derrière moi. L'avenir s'étendait devant, construit non pas sur les bases fragiles de l'obligation familiale, mais sur le terrain solide de la vérité, du respect et d'une force tranquille. Le dernier cadeau de Holly n'avait pas été l'argent ou la propriété, c'était la permission de me définir selon mes propres termes, de reconnaître les relations toxiques et de m'en éloigner sans culpabilité, de construire quelque chose de significatif à partir des cendres de la déception. Alors que le crépuscule s'épaississait en nuit, je suis retourné au chalet, à la maison qui était devenue à la fois un sanctuaire et une mission. Demain amènerait de nouveaux visiteurs au refuge de Holly, de nouvelles histoires, de nouvelles connexions. Le travail continuerait, évoluant de façon que même Holly n'aurait pu imaginer. Et quelque part, j'aimais penser, elle observait, non pas avec amertume ou regret, mais avec la satisfaction tranquille d'une femme dont le dernier acte de défi avait créé des ondes de changement bien au-delà de sa propre vie. C'est cela, décidai-je, le vrai sens de l'héritage, non pas ce que l'on laisse derrière soi, mais ce qui pousse des graines que l'on a semées. Holly avait semé des graines de vérité dans le sol stérile de la trahison, et contre toute attente, quelque chose de beau avait fleuri. Si cette surprise d'héritage époustouflante vous a fait halter, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Courtney a remis à Travis les papiers de divorce dans le même parc où il l'avait demandé en mariage. On parle de justice poétique. Quel a été votre moment préféré? Laissez-le en commentaire ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes où l'on tient bon. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.